J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Maître Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique et journaliste indépendant. Avec lui, en sa qualité d'observateur averti des questions internationales, nous allons analyser les dessous de l'arrestation de l'homme d'affaires arménien Samvel Karapetyan et de l'archevêque Bagrat Galstanian, dirigeant de l'église apostolique en Arménie, sur fond d'une crise politique qui couve dans le pays depuis mai 2024, suite à la défaite militaire au Haut-Karabakh face à l'Azerbaïdjan, qui a récupéré ce territoire disputé entre les deux pays depuis la fin de la guerre froide. Arnaud Develay, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, merci à vous. Alors, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a annoncé mercredi 25 juin que les forces de sécurité avaient contrecarré une tentative de coup d'État qu'il impute à un ecclésiastique et à un opposant politique. Et c'est en l'occurrence l'archevêque Bagrat Galstanian. Alors, au centre de ces accusations se trouve l'archevêque, comme je l'ai dit, Bagrat Galstanian, figure donc religieuse influente et chef de file d'un mouvement de contestation contre le gouvernement. En effet, parce que le religieux avait mené en 2024 un important mouvement de protestation contre le Premier ministre, lui reprochant notamment des concessions territoriales à l'Azerbaïdjan. Des perquisitions ont été menées au domicile de l'archevêque et d'une trentaine de ses proches collaborateurs. Donc voilà le contexte. Alors ma première question, l'arrestation de l'archevêque Bagrat Galstanian et de son soutien Samvel Karapetyan relève-t-il juste d'une question de politique intérieure? Est-ce que c'est vraiment une question d'opposition à des visions différentes? Et quels sont les dessous de ce développement? Eh bien, je dirais un peu les deux. Un peu les deux, pourquoi? Parce que l'Arménie actuellement se trouve un peu à la croisée des chemins. Suite aux événements que vous avez évoqués dans votre introduction concernant la perte du territoire du Haut-Karabakh, ou comme on a coutume de l'appeler, la République autoproclamée de l'Artsakh, que dans l'esprit collectif arménien, cette province est un fait central, non seulement ethnique, historique, religieux, mais aussi parce que cela souligne quelque part l'absence de préparation durant toutes ces années entre donc le protocole de Bishkek en 1994 et l'offensive initiale en septembre, le 27 septembre 2020 de l'armée azerbaïdjanaise, on devrait dire, qui en deux temps, d'abord avec la première guerre de 44 jours, puis durant une guerre éclair, enfin on va dire oui, une guerre éclair de 2 jours, la prise de contrôle totale donc de l'enclave, avec sa dissolution par la suite, qui a vu une grande partie des habitants arméniens qui vivaient là-bas depuis des siècles être forcés de regagner l'Arménie. Et donc, c'est le contexte dans lequel cette situation, ces arrestations ont eu lieu. Nous avons un Premier ministre arménien qui, pour des raisons pas très bien définies et pas très bien explicitées auprès de son peuple, a prise. Et ces décisions n'ayant pas été correctement explicitées et ayant fait preuve de la communication nécessaire pour justement plus ou moins garder un consensus au sein du pays et en tout cas un respect pour les autorités en place, fait que ce pouvoir se trouve maintenant sur la défensive et que pour pouvoir, si je puis dire, on va dire, prendre l'initiative pour peu qu'il y ait que la réalité d'une opposition, qui plus est une opposition coalisée de telle sorte qui préparait entre guillemets un coup d'État. Toujours est-il que voilà, la fébrilité du pouvoir en place s'est exprimée de telle sorte que ces arrestations ont eu lieu. Et j'aimerais dire que
être conduit à penser que c'était forcément pas la meilleure des actions et que cela va au contraire encore plus radicaliser son opposition dans le pays. Nous aurons probablement l'opportunité dans l'émission de revenir sur le contexte historique. Oui, justement, voilà. Avant de passer à la suite, parce que là, vous venez d'évoquer quelque chose de très important, il me semble. Vous avez dit que c'est une république autoproclamée. Et alors, ce territoire, comme beaucoup de régions dans l'Asie ou dans l'Asie centrale, ou dans les Balkans. Ou dans les Balkans en particulier, bien sûr, dans les Balkans, c'est un peu l'héritage du démembrement de l'Union soviétique. Je rappelle que beaucoup de pays se sont disputés. C'est comme un peu l'histoire de la Crimée entre l'Ukraine et la Russie. La Crimée a demandé l'indépendance. Elle a fait pour rejoindre et après l'Ukraine a repris la Crimée. Enfin, c'est un peu. Alors, le Haut-Karabakh, pour rester dans le sujet de l'émission, est un de ces territoires problématiques qui est disputé entre l'Azerbaïdjan qui dit que avec force que ça fait partie de l'Azerbaïdjan, l'Arménie le réclame aussi. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu la dynamique historique, mais dans le temps long, avant d'arriver justement à la situation actuelle et à cet état de fait de république autoproclamée? Certes. Alors, on peut remonter quelque part, histoire d'avoir un premier marqueur, au grand royaume d'Arménie qui existait au IVe siècle avant notre ère, qui incluait bien sûr cette enclave, et qui considérait cette enclave comme faisant partie des 12 tribus historiques arméniennes. Donc c'est quelque chose qui remonte très très loin dans la mémoire collective arménienne. Sauf que, comme vous l'avez souligné, à partir du 19e siècle, avec l'essor de l'Empire russe, dans le Caucase, ces régions ont été plus ou moins annexées à l'Empire, jusqu'à la dissolution de 1917-18, où automatiquement les Azéris et les Arméniens ont respectivement, coup sur coup, déclaré leur indépendance. Et à l'époque, dans cette première mouture, le Haut-Karabakh faisait partie, quelque part, du territoire déliéné par les autorités azéries. Ensuite, on a donc l'avènement de l'Union soviétique. Et le commissaire aux nationalités, donc Joseph Staline, en 1921, décide pour des raisons de politique intérieure visant à... Alors qu'il était responsable des populations, justement. Oui, mais ce qu'on appelle, je ne me rappelle pas la direction qu'il tenait. Les nationalités, commissaire aux nationalités. Voilà, commissaire aux nationalités. Oui, mais Joseph Staline était avant tout un grand géopoliticien et un grand stratège qui avait compris... sans peut-être même l'avoir lu, en tout cas, la stratégie du diviser pour mieux régner. Et en 1921, il décide en fait d'octroyer le Haut-Karabakh, l'enclave du Haut-Karabakh, à la République soviétique d'Azerbaïdjan. Ce qui fait que juridiquement, on s'en tient au fait que le Haut-Karabakh fait partie de l'Azerbaïdjan. Historiquement, ethniquement et religieusement, c'est une autre question. Mais légalement et administrativement, l'Azerbaïdjan a des revendications tout à fait légitimes sur l'enclave. Alors là, c'est très important. Alors, après le démembrement de l'Union soviétique, parce que tout après, les territoires ont été tracés en fonction de ce que, du legs, sur le plan juridique je parle, du legs de l'Union soviétique. Quel a été le cas justement du Haut-Karabakh après le... Tout commence avec... Alors, on a l'élection, en tout cas la nomination de Mikhail Gorbatchev en 85 à la tête du Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique, lequel engendre ensuite ce qu'on a appelé le processus de perestroïka, mais aussi de glasnost. Glasnost qui était en fait la possibilité pour les citoyens soviétiques de s'exprimer sans avoir... crainte d'être arbitrairement arrêtés pour leurs opinions. Et c'est dans le contexte de cette transparence donc que
certains propos nationalistes dans ces régions commencent maintenant à être... Voilà. Donc là, on est en 88 et on commence déjà à avoir les prémices d'une opposition de part et d'autre, surtout sur cette issue du Haut-Karabakh. Et les choses s'enveniment petit à petit jusqu'à la dissolution de l'autorité centrale en 91. Et c'est exactement à ce moment-là que la première guerre du Haut-Karabakh commence, qui durera 3 ans avec, si je ne m'abuse, quelques milliers de morts de part et d'autre, mais beaucoup de disparus aussi. Donc on n'aura vraiment jamais une idée précise du nombre de tués dans cette guerre. Mais c'est une guerre assez sauvage, assez brutale, et qui cristallise beaucoup de choses en deçà des aspects purement géopolitiques. Il faut noter que le Haut-Karabakh a accès à une réserve d'eau très importante qui justement permet à celui qui le contrôle. Là, on voit encore plus clair. Alors, une dernière petite question. Attends, je finis juste. Oui, allez-y. Et alors donc, cette première guerre se solde par une victoire de l'Arménie. Et donc au travers du protocole de Bichkek, pardon. Et la situation est plus ou moins gelée, on va dire, entre 1994 et 2008. 2008, le président actuel d'Azerbaïdjan, Aliyev, voilà, suite à la hausse des hydrocarbures, du prix des hydrocarbures, et le fait que l'Azerbaïdjan en regorge, au travers de ses exportations, se trouve dans une position où il peut maintenant augmenter le budget militaire. Et entre 2008 et 2019, c'est pas moins de 23 milliards de dollars qui seront investis. Voilà. Donc c'est à peu près 5 fois plus que ce que l'Arménie par an. Hein. Donc c'est 5 milliards de côté azéri et 600 millions de dollars côté arménien. Et sur la période en question, donc c'est 23 milliards contre 3 ou 4 milliards. Donc forcément, l'équilibre des forces s'en trouve complètement inversé. Ajoutez à ça que, en tant que pays frère turcoman, comme on dit, Touran, avec la Turquie d'Erdogan, hein, à laquelle a des ambitions de néo-touranisme dans le Caucase, hein, au-delà de ce qu'on a pu parler en termes de néo-ottomanisme, c'est plutôt du néo-touranisme. Il lie des liens très, très étroits avec Aliyev. Et lui fournit d'ailleurs en cela des drones Bayraktar, qui s'avéreront être extrêmement efficaces durant la guerre de 2020. Voilà. Bien. Alors, juste une dernière précision, au vu du droit international maintenant, est-ce que les revendications de l'Azerbaïdjan sont légitimes? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, c'est mon opinion en tout cas. Je ne veux pas me faire nécessairement beaucoup d'amis, c'est bien sûr comme tous les dossiers un peu brûlants, quelque chose qui n'emporte pas l'unanimité, mais juridiquement, oui. Force est d'avouer que si on s'en tient aux États successeurs, hein, donc les États successeurs et non soviétiques, ce sont les républiques indépendantes, quelque part, l'Azerbaïdjan est dans son droit de dire non, on a toujours eu le contrôle depuis au moins un siècle de cette enclave. Et donc, voilà. Bien. Alors, le député Garnik Danielian, donc proche de l'archevêque et président ou dirigeant de l'Église apostolique arménienne, a dénoncé une tentative d'intimidation politique de la part d'un régime dictatorial. Il accuse le gouvernement de Nicole Pachinian, d'être un régime dictatorial. Alors, selon lui, donc, ces actions s'inscrivent dans une dérive autoritaire du pouvoir en place. Les tensions surviennent dans un contexte déjà explosif. Alors, et vendredi dernier, plusieurs donc, membres de l'opposition liés au mouvement de l'archevêque Galstanian ont été arrêtés, coïncidant avec une visite diplomatique du Premier ministre Nicole Pachinian en Turquie. Ce que vous venez de le dire justement, l'un des pays qui a soutenu la guerre, l'Azerbaïdjan dans sa guerre contre l'Arménie pour annexer le Haut-Karabakh. Et pays donc historiquement donc en conflit avec l'Arménie. Alors, une question quand même, parce que, outre les aspects internes, historiques, il y a aussi, comme c'est une région qui est extrêmement sensible et bouillonnante tout le temps, il y a les aspects géopolitiques. Alors, ces arrestations à l'intérieur de l'Arménie ont-elles réellement un lien
avec le rapprochement du Premier ministre Pachinian avec l'OTAN et les Occidentaux, dont la visite en Turquie n'est qu'un aspect parmi d'autres, vu que la Turquie est un membre important de l'OTAN. Oui, ben, effectivement, la Turquie n'est pas juste un membre important de l'OTAN, c'est la deuxième armée de l'OTAN. Après les Et on peut dire qu'après les États-Unis, qui se contentent surtout de déployer des moyens aériens, s'il devait y avoir une situation donnée voilà, qui implique un déploiement de troupes en masse, ce serait probablement la Turquie qui fournirait le plus gros contingent. Donc la Turquie n'est pas négligée dans ce contexte-là, et sachant que pour rentrer dans l'OTAN, ben, il faut avoir quelque part l'accord de tous les membres. Donc comme apparemment il est question, visiblement pour Pachinian, de recalibrer, on va dire, sa vision géopolitique eu égard à l'architecture de sécurité de l'Arménie, et ça on pourrait peut-être évoquer les raisons pour lesquelles cette décision a été prise, fait en sorte que l'Arménie a besoin de pouvoir se sentir soutenue à l'avenir en cas d'agression. Pachinian, je ne suis pas dans les chaussures de Pachinian, mais j'essaie de comprendre sa logique, c'est de se dire que, bon, en étant membre au sein de l'OTAN, aux côtés de la Turquie, ça rendrait presque impossible le fait que la Turquie puisse encore une fois fomenter, soutenir l'Azerbaïdjan, qui lui ne fait pas partie de l'OTAN, et qui lui directement est probablement susceptible à l'avenir de lancer des offensives à nouveau sur le territoire arménien, à proprement dit cette fois-ci. L'OTAN est au travers de toutes ces associations, c'est ce complexe ONG, visant à s'accaparer, prendre le contrôle de la Géorgie, ils ont échoué. Ils ont échoué. Et donc, ils considèrent que l'Arménie pourrait, à terme, les remettre en selle, à défaut de... Parce que l'idée, c'est quoi? C'est d'ouvrir un second front. Et c'est ça qui nous amène à la radicalité, le radicalisme exprimé par l'opposition, c'est que l'opposition arménienne comprend très bien que tous les partenariats avec l'OTAN qui ont été signés tantôt entre l'Ukraine et l'OTAN, ou entre la Géorgie et l'OTAN, n'ont jamais abouti déjà. Et ça remonte à 2008. Oui. Voilà. Donc qu'est-ce qui fait penser à Pachinian? Ils n'ont même pas abouti à l'inverse de l'effet ou du résultat escompté. Voilà. Et donc, partant de là, et comprenant la déception inhérente à ce genre de partenariat, l'opposition arménienne essaie de sonner l'alerte en disant mais on va se retrouver au centre, instrumentalisé, de telle sorte qu'on va se retrouver un peu, excusez-moi l'expression, mais comme les dindons de la farce, quoi. Un peu à l'instar de l'Ukraine. Et ça pourrait mettre en danger l'existence même de l'Arménie. Donc, et d'autant plus que justement, c'est que l'Azerbaïdjan est un allié de la Turquie, d'Israël, qui est un poste avancé de l'OTAN et des Occidentaux dans la région. Oui, mais il faut bien le mentionner, c'est qu'effectivement, on a un acteur dont on ne parle pas forcément, parce que ce n'est pas l'acteur immédiatement proche de ces pays dont on parle, mais qui est effectivement Israël qui, pour ses propres raisons vis-à-vis de son antagonisme avec l'Iran, a noué un partenariat extrêmement étroit avec l'Azerbaïdjan, visant à pouvoir installer des postes d'écoute et échanger des technologies, dont, à l'instar de ce que la Turquie fait, des drones Elbit, Héron. Donc, et aussi importer des ressources pétrolières et gazières. Donc, effectivement, ça place l'Arménie au centre d'une situation explosive. Gardons à l'esprit aussi qu'il y a 14 millions d'ethniques azéris qui vivent en Iran. Ce qui fait que si l'Azerbaïdjan venait à un moment donné, et ça on peut en parler parce que c'est important de le dire, parce que l'objectif principal c'est quoi après? C'est d'essayer de créer un corridor le long de la frontière arméno-iranienne qui puisse permettre l'Azerbaïdjan de relier l'Azerbaïdjan à proprement dit avec cette enclave azérie de l'autre côté de la bande de l'Arménie Sud, laquelle partage elle-même une petite frontière avec la Turquie. Et donc ça permettrait de facto et de jure d'avoir un lien direct avec la Turquie et
Et ça, Erdogan, on peut penser qu'il est très très favorable à ça. Donc, D'accord. mais les Iraniens ne veulent pas promouvoir le nationalisme azéri au sein de l'Iran, parce que ça pourrait à terme provoquer le morcellement de la nation iranienne. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé dernièrement entre Israël et l'Iran Révèle que visiblement la société iranienne n'est pas monolithique. Oui, pas monolithique, et visiblement beaucoup de choses sont venues du côté de l'Azerbaïdjan. Au niveau des Probablement, cellules, nous n'avons pas genre, encore de preuves. tout le tableau Oui, n'est pas encore clair, mais il y a de forts soupçons que beaucoup de choses ont filtré de Dernier détail, l'Iran exporte aussi du pétrole à l'Arménie, par le biais de leurs frontières communes. Donc si cette frontière commune venait à être sectionnée, ou en tout cas faire l'objet d'un corridor qui parcourrait en parallèle la frontière, ça pourrait à terme créer des problèmes d'approvisionnement pour l'Arménie. D'accord. Et donc et de revenus pour l'Iran. Donc voilà un peu le contexte dans lequel on est. C'est pas juste l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est aussi deux pays qui sont au cœur d'un triangle où la Turquie, la Russie et l'Iran ont des intérêts à faire valoir. Avec comme trouble fait, en plus de ça, l'État israélien qui lui essaye de voir s'il y a matière à utiliser tout ce qui est possible pour déstabiliser l'Iran. Voilà. Bien, alors dans ce contexte-là, donc après les violents affrontements autour de la région du Haut-Karabakh, majoritairement, comme vous l'avez rappelé, peuplée d'Arméniens, la reconquête donc de cette enclave par Bakou en septembre 2023, dans cette guerre-là qu'on appelle une guerre éclair, a porté un coup dur donc au gouvernement arménien déjà fragilisé par les défaites militaires successives. Et les Arméniens du Haut-Karabakh ont été donc contraints de fuir la région. 2 ans plus tard, les négociations autour d'un traité donc, de paix entre Bakou et Yerevan ont aggravé les tensions déjà existantes et les relations entre Nicole Pachinian et l'Église apostolique arménienne, dont son archevêque, se sont nettement détériorées. Alors, la guerre, mais il y a quand même un fait qui est extrêmement important. La guerre du Haut-Karabakh, perdue donc en 2021, en septembre 2023 par l'Arménie, s'est déclenchée peu de temps après des manœuvres militaires conjointes entre l'Arménie, l'armée arménienne et l'OTAN. Et alors, il y a quand même une question parce que y a-t-il un lien avéré entre ces faits? Peut-être que oui, peut-être non. Ces faits et ce qui se passe actuellement à Yerevan depuis mai 2024 à ce jour. Et dans ce conflit, l'Azerbaïdjan, rappelons-le encore une fois, a été soutenu par Israël et la Turquie. Oui, écoutez, comme je disais, c'est qu'en fait c'est une course contre la montre. Pachinian, alors, on peut lui jeter la pierre, mais dans sa tête c'est logique. C'est le plus vite je rentre dans l'OTAN, le plus vite je me prémunis contre une attaque azérie. Le problème c'est que l'Azerbaïdjan a parfaitement compris la manœuvre. C'est probablement informé par la Turquie d'ailleurs, plus ou moins de ce qui se trame. Et l'idée c'est, s'ils ont des ambitions territoriales accrues, c'est maintenant qu'il faut agir, il ne faut pas attendre. Donc le fait que ces manœuvres aient eu lieu effectivement juste avant le conflit, quelque part souligne que voilà, l'Azerbaïdjan, Bakou est parfaitement au courant. Non mais c'était que le problème après qui apparaît ici, c'est que la Russie était normalement, si l'on rajoute aussi la France, était la protectrice de ce pays-là, disons du christianisme. Je vous corrige. La Russie, la Russie et l'Arménie sont des pays chrétiens, mais la Russie est avant tout une puissance légaliste, presque certains diraient to a fault, comme on dit en anglais. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Azerbaïdjan a bien fait attention de ne pas attaquer l'Arménie. Ils ont attaqué une enclave ça je comprends. Qui n'est pas inclus dans le CSTO. Oui, je comprends. Non, c'est par rapport juste, c'est-à-dire que c'était juste pour apporter un contexte encore qui complique la situation. C'est que la Russie donc est en guerre contre l'OTAN.
contre l'OTAN depuis 2022. Oui et non, enfin, il n'y a jamais eu de déclaration de guerre, donc Oui, encore oui, une fois, oui, on peut jouer sur les termes. Ça, mais- non, ce n'est pas clair. Disons, il n'y a pas d'affrontement direct, mais on sait tous que l'Ukraine est juste le poste avancé ou le proxy. Oui. Bah, si on a lu l'article du New York Times sur la question, effectivement, Le proxy de ils cette sont guerre. à un ordre près d'être directement impliqués dans... Alors justement, dans le contexte là, régional, est-ce que ces manœuvres conjointes avec l'OTAN n'ont pas justement facilité, en créant quand même un précédent, facilité à l'Azerbaïdjan le fait que, parce que c'est aussi un affront à la Russie. Oui, alors, je ne crois pas comprendre votre question. Ce que vous voulez dire par là, c'est que l'Azerbaïdjan, en fait, aurait bénéficié, pas de l'accord tacite, mais en tout cas, du fait que la Russie soit pas plus offusquée que ça, quant à ce qui se passait. C'est un contexte, justement, c'est-à-dire Oui, mais que... ça, c'est des spéculations, enfin, on n'en sait rien. De toute façon, voilà, quand on spécule, on peut pas, voilà. Non, moi je pense qu'il faut s'en tenir aux faits et au droit, et le fait que, voilà. Alors, l'armée russe avait déjà, par le biais du groupe de Minsk en 1994, apporté une assistance lors du protocole de Bichkek. Dans le contexte de la guerre de 44 jours en 2020, elle avait fourni des forces d'interposition, en tout cas le long du corridor de la Chine, pour permettre l'approvisionnement en vivres et en équipement en médical, que sais-je encore, entre l'enclave et l'Arménie. Là où effectivement ça a dû peut-être motiver le changement de posture de Pachinian, c'est que ces forces d'interposition n'ont semble-t-il pas empêché le blocus effectué par l'Azerbaïdjan par la suite, puisque la population de l'enclave s'est retrouvée complètement isolée. Avec, si on prend l'exemple des interventions médicales dans l'enclave, à un moment donné, c'était 1 sur 10 qui pouvait être réalisée. Il n'y avait rien dans les boutiques, il n'y avait rien dans les magasins, les gens crevaient la dalle, quoi. Donc ça, quelque part, on pourrait dire que ça participe à la mise en œuvre de mesures visant ensuite à provoquer un nettoyage ethnique. Puisque forcément, si les gens se sentent incertains quant à la possibilité de pouvoir avoir accès aux biens les plus essentiels sur la durée, malgré les promesses qui, de leur point de vue, avaient été mises en avant lors du cessez-le-feu, de l'armistice, ça veut dire que la vie dans l'enclave n'est plus possible. Et il est certainement hors de question pour ceux qui seraient tentés de rester derrière, de contempler une existence au sein de l'État azéri qui soit reflétée par une égalité en droit, au sens le plus premier du terme. N'oublions pas que l'Azerbaïdjan est, encore une fois, un peuple frère de la Turquie, et que dans l'esprit collectif arménien, le génocide de 1915 est encore extrêmement prégnant. D'ailleurs, il est important de souligner à cet égard que, en ce moment, Pachinian fait face à une fronde au sein de son opposition qui se traduit par une tentative de destitution. Pourquoi ? Parce que Pachinian veut faire adopter des amendements à la constitution arménienne qui viseraient à faire fi de la mention du génocide, de la reconnaissance du génocide arménien. Donc ça peut être certainement, on peut l'imaginer, une des conditions pour rentrer dans l'OTAN. Ouais. Puisque forcément, sinon avec la Turquie, ça ne passera pas. Ouais. Voilà. Or, la Turquie a toujours considéré qu'il n'y avait pas eu de génocide. La Turquie a toujours été extrêmement ferme sur le sujet en disant qu'il y avait peut-être des massacres, probablement des massacres, mais en aucun cas un génocide. Donc, et ça, dans l'esprit collectif arménien, c'est absolument inacceptable. Ça monte, c'est quelque chose qui s'élève vraiment là au niveau non seulement de trahison au sens premier du terme administratif, mais aussi par rapport à l'esprit et la mémoire collective du peuple arménien. D'accord. Alors, j'aimerais bien qu'on aborde un peu l'aspect humanitaire quand même, qui est aussi important et qui est souvent
écarté dans les guerres dont on ne parle pas. On parle beaucoup plus d'enjeux géopolitiques et géostratégiques, mais très peu justement du sort des populations. Alors, l'immigration donc forcée et la fin des chrétiens du Karabakh ouvre beaucoup d'incertitudes donc, quant à l'avenir du riche patrimoine religieux de cette enclave. Donc, églises, chapelles, monastères, monuments historiques, dont plusieurs sont classés à l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité. Beaucoup craignent que les édifices religieux soient transformés en mosquées, détruits ou laissés à l'abandon. Un minimum, donc, serait ce que réclament les Arméniens, serait qu'une mission de l'Organisation des Nations Unies soit envoyée pour veiller à leur préservation. Mais des bâtiments, surtout religieux, ne demeurent que s'ils sont évidemment peuplés. Donc il faut faire en sorte que les Arméniens y restent, au moins les chrétiens. Donc si le départ donc, de la population chrétienne se confirmait, ces mêmes églises et monastères, aussi beaux soient-ils, ne seraient que des pierres vides et abandonnées. Alors, où en est la situation actuellement au Karabakh? Le gouvernement azéri a-t-il tenu ses engagements envers les Arméniens ayant choisi de devenir citoyens ou d'y rester parce que le gouvernement azéri a promis qu'ils ont le droit de culte, le droit de conscience, vivre normalement comme n'importe quel citoyen azéri avec les devoirs et les obligations. Ben ça, je crois que le temps nous le dira. Le fait est que il y a quand même des précédents qui, en ce qui me concerne, laissent entendre que c'est quelque chose qui risque d'être difficile à accomplir. C'est intéressant parce qu'on peut regarder le précédent de la chute de Constantinople et de la grande basilique de Sainte-Sophie qui a été transformée en mosquée, en tout cas jusqu'à l'arrivée du mouvement kémaliste, où le bâtiment a ensuite été transformé en musée, mais il y a quelques années de cela, le gouvernement néo-touraniste, néo-ottomaniste d'Erdogan a à nouveau transformé la basilique en mosquée. Donc, je pense qu'à l'aune de ce précédent, on risque de voir à peu près le même traitement sur ces sites classés patrimoine de l'humanité, en fonction des impératifs politiques, en fonction des tensions existantes, en fonction de l'utilité politique d'agir de telle ou telle sorte. Voilà. Maintenant, comme vous le dites, des églises dans lesquelles personne ne va, ben c'est pas vraiment des églises, hein. On le voit en France tous les jours, puisque des églises sont détruites, en tout cas laissées à l'abandon du fait qu'il n'y a pas de fidèles. Et donc, si vous n'avez pas de fidèles, ben c'est difficile d'avoir des forces en présence qui soient de nature à préserver ces sites-là. J'ajouterais à ça que dans le cas de la Syrie, par exemple, qui compte beaucoup d'églises historiques, on voit déjà, après les massacres de mars concernant les Alaouites et les exactions contre les Druzes qu'on suivi un peu après, que maintenant une campagne contre les chrétiens vient de commencer avec un bombardement absolument odieux de l'église de Mar Elias, une église historique à quelques encablures de Damas, et on peut penser qu'à terme l'objectif du pouvoir djihadiste en place sera de détruire la présence de la chrétienté dans la région. Et dans ce contexte-là, c'est difficile d'imaginer, si on part du principe que le régime d'Ankara est quand même l'un des principaux responsables de cette vague de christianophobie dans la région, d'imaginer que la situation soit si différente que ça en Azerbaïdjan. Alors, l'Europe a besoin du gaz et du pétrole azéri, et qui ne représente certes que 2% des importations européennes, mais dans un contexte de pénurie actuellement et d'inflation, cela compte évidemment. Alors, aux yeux des Européens, l'alliance avec Bakou
est donc plus importante que le soutien du Haut-Karabakh arménien. Alors, est-ce que, euh, est-ce que ça a joué justement parce que, est-ce que vous considérez d'abord que l'Europe, en particulier la France, et qui ont toujours pesé, ou soit, disons, été au moins dans une posture de, pas je dirais de protection, mais au moins de dire d'équilibre pour ne pas permettre qu'il y ait d'invasion. Est-ce qu'on jouait le rôle envers l'Arménie, ou pensez-vous que, au contraire, pour leurs intérêts économiques et géostratégiques, ils ont laissé faire? Bah, la réponse est dans la question, de toute évidence. Déjà, les élites occidentales, élites entre guillemets, sont toutes sauf chrétiennes. Faut déjà se dire ça. Donc, si vous faites référence à cette solidarité entre les peuples de culture chrétienne, vous pouvez tout de suite ranger ça au placard. Donc, bien sûr, ce qui reste, ce sont des intérêts économiques. C'est du cynisme. Et partant de là, vous faites bien de le souligner. Suite au coût auto-infligé, le résultat de sanctions ridicules contre la Russie depuis 2014 dans un premier temps et 2022 de plus en plus à partir de 2022, les économies européennes, de l'Union européenne je devrais dire, cherchent des substituts, et en attendant que le projet, qui était d'ailleurs l'une des raisons avancées pour la campagne de déstabilisation de la République arabe syrienne de Bachar el-Assad, était la construction de ce gazoduc qui devait passer par la Syrie et ensuite par la Turquie avant d'être acheminé vers l'Europe. Ça va prendre du temps. Alors, il y a certaines constructions qui existent déjà, mais ça va prendre quand même un certain temps. Et donc, faute de pouvoir compter sur cette alternative qatari, les 5% d'approvisionnement du gaz azéri sont les bienvenus. Et donc, voilà, tant pis pour l'Arménie, j'allais dire. Dans le contexte actuel, vous évoquez justement la Syrie, qui est un volcan. On ne sait pas comment les choses vraiment pourraient évoluer, mais il y a aussi la situation donc, en Iran, entre Israël et l'Iran. Ce sont des foyers, l'Azerbaïdjan qui est un allié de l'OTAN, il faut le dire, même si d'une manière pas très claire, mais en tout cas, il y a des relations entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, l'Israël aussi. Dans le contexte de cette géopolitique mondiale qui est en train de monter, est-ce que l'Arménie n'est pas en train de rater le coche, de rater la chance justement d'exister en se positionnant de l'autre côté, au lieu de se positionner du côté des BRICS, avec l'Iran, avec la Russie, la Chine, et éviter de ce rapprochement avec le camp occidental? Oui, encore une fois, vous avez répondu à la question dans la question. Oui, parce que forcément, vous ne pouvez pas faire partie des BRICS si vous faites partie de l'OTAN. C'est l'un ou l'autre, ça c'est très clair. Hein. Même s'il y a beaucoup de choses au sujet des BRICS qui sont, comme somme toute, assez pas très, les contours sont pas très marqués, mais s'il y a bien une frontière, par contre, un principe fondamental au sein de la logique des BRICS, c'est que vous ne pouvez pas faire partie de l'OTAN ou de l'Union européenne, puisque la France avait, on s'en rappelle, exprimé des velléités venir en tant qu'observateur. Même en tant qu'observateur, ça a été refusé parce que vous faites partie de l'Union européenne. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'on avait annoncé en grande pompe l'entrée ou en tout cas la venue de Erdogan au sommet de Kazan en octobre dernier. Ça n'a pas été suivi des faits. Voilà, la Turquie avait été parmi ceux qui devaient à un moment donné devenir des partenaires de BRICS au 1er janvier 2024. Ça n'a pas été fait non plus. Donc voilà, c'est un camp ou un autre. En fait, on parle de multipolarité, mais quelque part, on a l'impression de revenir au monde bipolaire d'avant. Hein. Parce que la multipolarité sous-entend au moins deux centres de puissance avec leur propre sphère civilisationnelle et tout ce qui va avec.
Mais de plus en plus, on semble se diriger vers, dans les faits, hein, par rapport à la logistique des choses, dans l'économie mondiale, la distribution des ressources, l'accaparement, le développement de l'industrie, les pays, entre deux blocs. Un bloc qui vit de la finance et des métiers de service, qui fabrique plus rien, et qui se dirige vers une forme de prise de contrôle autocratique en utilisant l'intelligence artificielle, d'un côté, et des idéologies complètement anthropomorphiques, et de l'autre, une ère avec une base industrielle très forte, avec des taux de croissance à deux chiffres, avec des populations jeunes et vigoureuses, avec un taux de recherche et développement beaucoup plus avancé. Et voilà, donc encore une fois, dans ce contexte-là, l'Arménie, étant nichée dans le Caucase, au sud du Caucase, on a du mal à imaginer quel serait son intérêt à rejoindre l'équipe perdante quelque part, il faut dire les choses. Enfin, en tout cas, si la dynamique actuelle se maintient, c'est difficile d'imaginer, de prendre en compte, de concevoir du monde euro-atlantique, hein, comme disait Vladimir Poutine, le milliard doré, comme étant l'avenir de l'humanité. Oui. Mais voilà. Et encore une fois, on devrait certainement, dans ce contexte-là, évoquer le cas de l'Iran, le cas de l'homme d'affaires qui a été interpellé. Donc c'est un test assez important là. Il est actuellement en rétention, en détention provisoire pendant 2 mois. Sur des motifs, on a pu l'entendre, qui sont ceux de déstabiliser, visant à déstabiliser. Mais on n'en sait pas trop, pas plus que ça. Je suis pas dans le dossier, donc je pourrais pas vous dire de quoi il s'agit. Mais on peut penser que c'est bien sûr absolument et fondamentalement politique. Mais cette attaque-là, justement, sur l'aspect politique, il a juste apporté un soutien. Il n'est pas oui, vraiment... mais quand on comprend l'importance de l'Église apostolique arménienne, c'est pas juste une Église laïque Vatican II à l'européenne, qui n'a aucun poids politique pour le coup, elle. C'est vraiment le cœur nucléaire de ce qui fait la nation arménienne au sens le plus primordial. C'est-à-dire que on a pu voir en Pologne durant les années 80 comment l'Église catholique soutenait par exemple le mouvement Solidarność. Hein, il y avait des dissidents qui se cachaient dans les églises. Les prêtres participaient intégralement au mouvement de la dissidence. Donc là, ce qu'on voit en Arménie, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que le haut responsable religieux lui-même est impliqué. C'est qu'il est considéré comme une personnalité politique, aussi bien politique que religieuse. Et que cet homme d'affaires peut être susceptible d'être perçu comme finançant effectivement un mouvement qui à terme peut être considéré comme une menace au pouvoir de Pachinian. Et on peut penser que les services de renseignement occidentaux informent leurs homologues arméniens de ce qui se trame. Alors pour peu que ce qui est contenu au sein du dossier ne soit pas fondé, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est de créer la perception que ces gens-là s'apprêtent à renverser le pouvoir légal en Arménie. Et qu'à partir de là, l'État est en droit de se défendre. Et dernière chose aussi, certains ont pu dire que l'Église d'Arménie apostolique va faire l'objet d'un schisme artificiellement créé par les services occidentaux. Ce n'est pas encore le cas. Il ne s'agit pas de ça pour l'instant. Maintenant, on peut penser qu'à terme, à l'instar de ce qu'on a vu à partir de 2018 en Ukraine, les services occidentaux vont essayer de se débarrasser des figures tutélaires légitimes de l'Église apostolique arménienne pour créer une espèce de schisme qui permettra ensuite de marginaliser le mouvement religieux. Parce que une fois qu'on a renvoyé l'homme d'affaires, rappelez-moi son nom. C'est Samuel Karpetian. Karpetian. Une fois qu'on a renvoyé Karpetian en Russie, il reste le problème de l'Église elle-même. Oui. Donc je pense que ce sera la prochaine étape. C'est quand même extrêmement dangereux parce que est-ce qu'il n'y a pas risque de guerre civile dans tout ça? Oui, mais on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. C'est comme ça que les Occidentaux pensent. D'accord. Alors, au plan... Tant que Pachinian a les moyens
de garder le contrôle sur la situation. Je pense pas que ce soit une considération qui empêche les gens de dormir à Washington et à Londres. La population arménienne, je crois qu'elle ne dépasse pas les 400 000, 500 000, comme ça, au maximum. Il n'y a pas de millions de gens en Arménie. Non, non, si, en Arménie, il y a quoi? Il y a 5 millions, 4 ou 5 millions. Ah, d'accord. En Azerbaïdjan, c'est 10 millions. La grande à l'instar du Liban, peut-être c'était le Haut-Karabakh qui... Ah oui, le Haut-Karabakh, oui, c'était à peu près... 400 000. Ouais, c'est ça. Oui, mais le Haut-Karabakh n'existe plus, c'est fini. Enfin, le Haut-Karabakh, c'est un lieu dit, c'est un emplacement géographique. La République d'Artsakh n'existe plus. Donc ça, il faut arrêter d'en parler. Ça n'a plus aucun intérêt. D'accord. Maintenant, c'est l'Azerbaïdjan. Ok. Voilà. Alors, un dernier aspect que j'aimerais bien traiter. Alors, au plan géostratégique, à l'évidence, la Turquie a été à la manœuvre et a déployé ses forces spéciales contre l'Arménie dans cette guerre-là d'annexion ou de récupération. Comme vous dites que sur le plan juridique, était que, disons... c'est le droit des États successeurs. Voilà. Successeurs Alors, selon des observateurs, donc, le Haut-Karabakh n'est qu'une étape pour la Turquie et l'Azerbaïdjan qui lorgne déjà sur la région du Syunik, dans une bande montagneuse arménienne qui sépare l'Azerbaïdjan justement de l'enclave Nakhichevan. Ça, Nakhichevan. Alors, pouvez-vous nous expliquer ça? Et pourquoi est-ce que les Occidentaux, notamment la France, ne voient pas justement cette stratégie turque dans la région? Faut pas se leurrer, la France a parfaitement compris ce qui se passe. Ils ont des spécialistes, des experts informés qui... voilà. Pourquoi alors ils ont lâché le morceau, comme on dit? Parce que la France s'inscrit dans cette logique euro-atlantiste. Et si on s'en tient, il faut toujours lire les policy papers, comme on dit. C'est pas forcément ce que disent les dirigeants occidentaux, lesquels ne sont que des exécutants de papier qui définissent la ligne à suivre depuis des années et pour des années à venir. On l'a vu avec l'Iran, jusqu'à aujourd'hui inclus avec le papier publié en 2009 par la Brookings Institute, Which Way to Persia. Et on le voit encore aujourd'hui avec le dernier étage de la fusée sur l'objectif de harceler la Russie sur son pourtour et aussi dans les autres. Voilà, avec le papier de août 2019 de la RAND Corporation. Voilà. Donc c'est la politique adoptée, c'est l'angle adopté par les élites euro-atlantistes. Et donc la France étant complètement maintenant noyée dans ce grand ensemble, elle suit le mouvement, tout simplement. Il ne faut pas regarder la France comme étant un pays souverain et indépendant. Ça, c'est fini, ça. C'est fini depuis au moins Sarkozy, au moins. Donc, non, la France... Alors, bien sûr, il y a une grande communauté arménienne qui vit en France. Et donc, c'est de la politique politicienne. Il faut les malaxer, il faut les masser un peu, donc on va dire les bonnes choses. Mais sur le fond, bien sûr que les orientations ont déjà été définies. Et comme je l'ai dit auparavant, l'Arménie sera sacrifiée sur l'autel des intérêts euro-atlantiques dans cette stratégie élargie de harcèlement de la Russie. Et vous faites bien de le souligner par rapport à cette situation qui prévaut en Syrie maintenant, qui est un volcan, qui est essentiellement un État terroriste, avec tous les moyens régaliens que ça sous-entend, qui est une extension des services de renseignement turcs maintenant, puisque la première personne qui a visité Jolani était le ministre des Affaires étrangères turc, qui était avant ça le chef des renseignements turcs. Donc Jolani est un exécutant des Turcs. Et ce qu'on a pu voir durant la guerre en Syrie, à savoir le rôle prédominant joué par la Turquie, ce rôle va maintenant prendre encore plus d'importance, puisque maintenant ils tiennent un État, ils ont un État croupion, une extension d'eux-mêmes, qui sera utilisé pour acheminer, on peut le penser, des radicaux, des armées de mercenaires présentés comme des musulmans, mais ce ne sont pas des musulmans, ce sont des sociopathes recrutés ici et là dans tous les donjons et autres prisons de l'Occident, mais pas que, qui seront formés, comme ça fut le cas à l'époque,
par la Turquie, équipée et puis déployée par le biais de cette enclave azérie, hein, pour harceler d'abord le sud de l'Arménie, probablement, et remonter vers le sud. Voilà. Vers les républiques centrales. Vers le ventre mou de la Russie. Et on se retrouvera exactement dans la situation dans laquelle la Russie s'est trouvée durant les années 2000, avec les conflits au Daghestan et en Tchétchénie. À terme, c'est l'objectif. Déjà, on peut bien penser, c'est une affaire de bon sens, que la Turquie, déjà pour sa sécurité, elle n'a pas intérêt à ce que toutes ces hordes terroristes restent en Syrie. Il faut les garder occupés, oui, ça c'est sûr. Occupés, il faut les payer, il faut leur donner quelque chose à faire. Oui. Donc là, bon, pour l'instant, ils s'affairent à zigouiller les pauvres alaouites, les chrétiens et les druzes. Bon, ils n'ont pas encore eu les Kurdes, parce que les Kurdes sont bien organisés, bien équipés, bien armés, et surtout pas si naïfs que ça. Mais à terme, ça suffira pas. Donc il va falloir les utiliser contre qui ? Contre le traditionnel ennemi russe, puisque bon, rappelons que les Ottomans et les Russes se font la guerre depuis quelques siècles déjà. Hein. Ça n'a jamais été la grande entente cordiale. Loin s'en faut. Donc à terme, c'est l'objectif, effectivement. Et c'est d'ailleurs une des raisons fondamentales pour lesquelles le feu Qassim Soleimani a réussi, un grand général, stratège de la défaite de l'État islamique au Proche-Orient, enfin en Asie occidentale, on devrait dire, Daesh, a réussi à convaincre Vladimir Poutine d'intervenir à l'époque en 2015. C'était pour justement prévenir que si la Syrie tombait, ils allaient tous rentrer. Selon feu Hassan Nasrallah, cette réunion entre le général Qasem Soleimani et Vladimir Poutine, où il a justement réussi à convaincre Vladimir Poutine, a eu lieu en 2009. C'était en 2009, bien avant le printemps arabe. C'est-à-dire que déjà en 2009, il voyait venir tout le bouleversement, bien avant le printemps arabe. Et c'est en 2009 qu'ils se sont entendus qu'il y aurait donc une intervention. Ça arrive. Voilà. Si ça vient de Haj Nasrallah, je n'ai rien d'autre à dire. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Arnaud Develay, je vous remercie pour toutes ces analyses et tous ces éclairages. J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans une autre émission pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous.